La semaine a été saturée, la semaine a été agitée, la semaine a connu des développements de l'actualité, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Quel parcours pour la 1-23? Quelle situation des forces armées de la République démocratique du Congo? C'est quoi la situation des populations vivant également à l'est de la RDC? Nous en parlons aujourd'hui. Et après, nous allons finir par les sports dans cette rétrospective pour également vous mettre au parfum de ce qu'a été l'essentiel de l'actualité au niveau national, provincial, en matière des sports. Parlons d'abord des questions générales. La sécurité. Jospin Hangui, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Avant de parler de l'axe Sud Kivu, nous allons commencer d'abord par les Nord Kivu parce qu'il y a également des questions d'actualité cette semaine. C'est d'ailleurs la prise d'un village dans les Walikale. Commençons par là. Et dans les Lubero, la situation qui n'est pas assez bonne, Kipese et Kitumbiro entre les Madiens 23 aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements sur l'axe Masisi-Walikale depuis maintenant plus de 3 mois parce que le 23 contrôle Kichanga jusqu'à Mweso en allant vers Pinga dans le territoire de Walikale. Sur cet axe-là, le 23 n'a pas mené beaucoup d'offensives. C'est plutôt sur l'axe de Lubero qui a eu beaucoup de combats. Mais quand même, le 23 récupère un village dans le Walikale. C'est un pas vers le territoire, le centre de Walikale, mais c'est pas la seule voie qui peut ouvrir le 23 à Walikale, même à travers le Sud Kivu. Le 23 peut atteindre Walikale aujourd'hui, donc il y a plusieurs voies pour le 23 d'atteindre Walikale, mais nous constatons que c'est pas la priorité actuellement du 23 Walikale. Et dans les Lubero, il y a des bandades de FRDC, d'ailleurs qui a créé une psychose au sein de la population de Lubero Centre et à Butembo. Est-ce que cette communication de l'armée est assez rassurante par rapport à la population? L'armée qui dit que ce sont des véhicules de FRDC qui vont en réparation. Nous sommes dans une situation de crise, de traumatisme également. Nous constatons que même les éléments des FARDC actuellement sont affectés par le traumatisme comme des habitants aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses et actuellement je ne peux pas beaucoup en vouloir aux militaires. En regardant ce qui se passe au Sud Kivu, après les pillages des Kavu Moulin 23 qui pénètrent le sol et les FARDC qui prennent fuite, d'autres font même des vidéos, se filment en train de fuir, en train de crier, de déplorer des complots, des politiciens qui seraient à la base de tous ces revers subis. Et je me dis que tous ces autres militaires aussi, en regardant ces vidéos-là, peuvent être démoralisés, surtout que nos militaires se présentent sur le front avec des téléphones et la connexion. Voilà, ça c'est vraiment un bémol actuellement. Et cela apparaît depuis l'unité des Panthères formée en 2022 quand le président Tshisekedi avait lancé un appel patriotique de mobilisation des jeunes. Depuis que ces jeunes-là sont formés, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'indiscipline au sein de l'armée, surtout ces filmages-là sur le front. Ça démoralise les éléments de l'armée et on les voit aujourd'hui à Lubero. Ça crée des paniques et à chaque fois que les militaires des FARDC peuvent se replier, avec autant de bruit, avec autant de pillages, déviations, cela ouvre au M23 déjà une voie sur un village abandonné. Et c'est pourquoi aujourd'hui Lubero Centre est en danger. C'est hier que certains éléments indisciplinés des FARDC ont fui le front. Après le revers subi à Kitumbiro et Kipese, les éléments de l'armée loyaliste ont fui les fronts malheureusement, créant la panique au sein de la population de Lubero Centre. Et sur leur passage, ils ont pillé une dizaine de maisons, ils ont cambriolé des maisons et puis des boutiques également. Et cela laisse derrière une population qui se sent trahie, qui se sent humiliée par son armée. Et cela crée la confiance quand les rebelles entrent, malheureusement. Et il y a eu des cris même de détresse de commerçants. Voilà, même la panique s'est étendue même sur Butembo, mais actuellement, la situation est redevenue calme dans la région. Mais il faut dire quand même que le 23 est en train d'avancer à pas de géant vers Lubero Centre. Aujourd'hui, il est à plus ou moins 15 km de Lubero quand on est à Kipese. Nous allons parler également, nous allons bien parler de la question Sud Kivu parce qu'il y a eu plusieurs développements de l'actualité. Les dimanches, la 23 visible à Bukavu, après c'est Kamanyola qui tombe, après Kamanyola c'est Luvungi. Aujourd'hui, on parlait des Sangué.
l'M23 à la porte d'Ouvira? Dans moins d'une semaine, le M23 est passé de Bukavu à la porte d'Ouvira. C'est quand même une situation qui se développe assez rapidement. On ne comprend pas comment un mouvement peut prendre autant de localités dans un laps de temps. Mais la réponse est simple, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats engagés sur le parcours du M23 au sud Kivu. À part les affrontements qu'il y a eu dans le Calais et à la porte des Cabarets. En entrant à Bukavu, il n'y a pas eu de combat. De Bukavu à Kamanyola, il n'y a pas eu de combat dans le Walungu. Il y a eu un peu de combats qui ont opposé le M23 à une force burundaise, à une unité de force burundaise. Mais après, il y a eu un repli des éléments de l'armée burundaise. C'est maintenant là que les Burundais viennent de signer encore leur retour dans la ville d'Ouvira. Et on peut parler d'Ouvira aussi actuellement. Ouvira risque aussi d'être un champ de bataille comme cela a été le cas à Goma. En tout cas, il faudrait que la société civile continue avec des communiqués pour sensibiliser les éléments de l'armée et surtout les Wazalènes, parce qu'actuellement, il y a moins ou il n'y a plus de FARDC, en tout cas dans la zone. À Ouvira, beaucoup ont pris fuite et c'est les Wazalènes qui contrôlent aujourd'hui la zone et certains militaires des FARDC qui sont retournés, associés aux militaires burundais qui viennent de rentrer aujourd'hui. Cela montre que tous ces éléments-là, ça tend au combat. Alors que Ouvira, c'est une ville. C'est la deuxième ville du sud Kivu après Bukavu. Et s'il y a des combats à Ouvira, on risque encore d'enregistrer beaucoup de dégâts humains. Donc aujourd'hui, le M23 est à la porte d'Ouvira. Quand on est à Sangue, on est à la porte d'Ouvira. Donc de Bukavu à Sangue, cela n'a pris que 5 jours pratiquement. Aujourd'hui, le M23 est à Walungu Centre et continue en tout cas son parcours sans faute dans le sud Kivu et les FARDC continuent à subir des revers sans précédent. En ce moment, il y a beaucoup d'initiatives au niveau régional, sous-régional, même au niveau international, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. On s'attend aux sanctions contre le Rwanda, aux sanctions du Conseil de sécurité, mais cela n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur le développement des combats. Ça sera la dernière question avec vous, Jospin. Est-ce que les sanctions vont suffire pour mettre fin à cette désescalade de la violence qui est en train de s'enregistrer dans la partie est de la RDC? Je me tiens à ce qu'a dit Fridolin, Donatien Cholet, le secrétaire de la CENCO, sur le micro de TV5 Monde. Lui, il estime qu'on ne peut pas parler de processus de paix aujourd'hui, des dialogues sans faire allusion au M23, sans impliquer le M23. C'est le discours qui ne passe pas aux oreilles. Ça ne passe pas aux oreilles de la diplomatie congolaise aujourd'hui, même au sein de l'opinion, parce que à travers le front médiatique qui avait été ouvert par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, toute l'opinion aujourd'hui est convaincue que dialoguer, c'est vendre le pays, c'est céder au Rwanda une part de la RDC. Mais la même opinion n'arrive pas à se poser la question de savoir aujourd'hui, quand le Nord Kivu trouve le M23, une grande partie du Sud Kivu, est-ce que actuellement cette partie pratiquement appartient à la RDC? Est-ce que c'est Kinshasa qui a le contrôle de cette partie? Théoriquement, oui. Mais pratiquement, il y a une nouvelle administration. Il y a un nouveau maire à Goma, il y a un nouveau gouverneur. A mis fin à l'état de siège. Oui, l'M23 s'est permis de mettre fin. Mais à l'Assemblée nationale, il y a toujours les prolongations. C'est pourquoi je parle d'une théorie, d'une part, et des pratiques d'une autre part. Donc, pratiquement, la population de Goma est abandonnée par Kinshasa. Et aujourd'hui, elle est prise en charge par l'AFC-M23. C'est un fait qui doit être accepté par tous les compatriotes qui sont à Kinshasa. Donc, ne pas dialoguer, c'est aussi laisser M23 contrôler une partie de la RDC. C'est accepter, oui, c'est accepter aussi une balkanisation, entre guillemets. Donc moi, je soutiens et puis c'est par les faits que je soutiens d'ailleurs la démarche des évêques aux réunions de la CENCO et de l'SCC, parce qu'aujourd'hui, la voie de sortie de cette crise, c'est un dialogue sur une même table, le M23 et le gouvernement congolais. Parce que le Rwanda s'est blanchi toujours. Le Rwanda refuse toujours, même si on va encore en parler, on sanctionne un ministre d'État au Rwanda, mais cela n'a pas d'effet sur les combats. On a sanctionné Corneille Nangaa, qui est le coordinateur de l'AFC, on a sanctionné Willy Ngoma, mais ils ont signé leur entrée à Goma. Et actuellement, ils appellent les Congolais qui sont à l'exil, les régions de le pays à travers Goma, pour faire un front commun contre le régime de Kinshasa. Donc cela n'a pas vraiment de... Ce sont des rebelles.
Ils sont dans une révolution et ils n'acceptent pas l'appel au retrait qui avait été lancé par Emmanuel Macron. L'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis aujourd'hui, l'Union africaine, n'en parlons même pas, l'EAC, la SADC aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. Donc moi je ne pense pas que ces sanctions auront d'impact positif sur l'évolution sur le terrain. Sur le plan diplomatique, bien sûr, c'est une réussite pour Kinshasa, mais sur le plan pratique, en voyant les déplacés, leur situation à Goma, aux alentours qui sont en train de rentrer, en voyant l'insécurité de la région, on s'est dit que ces sanctions-là, peut-être ne servent pas à grand chose parce que la période de Kabila, on avait sanctionné au Beminakou, on avait sanctionné Alexis Tambwe Mwamba, Chadar Ramazan, beaucoup de caciques du PPRD a été sanctionné, mais aujourd'hui, ils sont des politiciens, ils circulent en Europe, ils sont en Belgique, ils sont en Afrique et un peu partout là. Moi, je me dis que la solution à cette question, et cela je tiens sur le fait, c'est un dialogue sincère et direct entre Kinshasa et les rebelles de 1-23 qui se réclament congolais et qui sont congolais, selon même Donatien Cholet qui les a reconnus ainsi. Et c'est pas à moi de dire qu'ils ne sont pas congolais, parce que quand les États-Unis sanctionnent aujourd'hui Laurence Kanyuka, ils le sanctionnent comme congolais. Tous ceux qui ont été condamnés à mort par la justice congolaise à travers la dynamique de Constant Moutamba l'ont été comme des Congolais. Donc c'est maintenant à nous Congolais d'accepter la réalité des choses et de jouer en faveur du temps qui ne joue pas aujourd'hui en faveur de la RDC et en faveur de Kinshasa. Merci beaucoup Jospin, merci surtout d'avoir participé à cette rétrospective. Merci Blaise. Nous allons parler du sport, mais avant cela, laisse-moi recevoir Georges Ben Mwima. En parlant aussi de l'actualité au niveau national, c'est Bati Lukwebo qui bénéficie d'une autorisation exceptionnelle du Sénat et s'envole pour des soins à l'étranger. Il n'y sera pas donc au pays pour un moment. Et l'actualité, c'est aussi les sports. Georges Ben Mwima, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise Bassabo, c'est bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Les sports à l'est de la République démocratique du Congo continuent à stagner. Des équipes qui ont du mal à rejoindre d'autres équipes, des matchs qui sont reportés. En tout cas, la guerre dans cette partie du pays impacte sur les calendriers du championnat national de la RDC avec déjà des reports. Récemment, on avait évoqué la première journée où l'AS Dauphin Noir avait brillé par son absence dans la ville de Kindu pour jouer son premier match face à la formation des Étoiles du Kivu. Bukavu Dao était également aux abonnés absents à Kinshasa pour lancer la deuxième partie du championnat face à l'équipe de l'AS Vecleb. Toutes ces équipes ont du mal à rejoindre leur fief parce qu'il s'est décidé que Dauphin Noir puisse rejoindre la ville de Kindu pour jouer ses matchs à domicile. Étoile du Kivu et Bukavu Dao aussi à Kinshasa pour évoluer à domicile. Mais toutes ces équipes sont bloquées. Récemment, j'ai eu au téléphone l'entraîneur de Bukavu Dao, Birindwa Chirongozi, qui nous a en tout cas dit clairement qu'ils ont du mal certainement à quitter la ville de Bukavu puisque l'aéroport de Kavumu étant bloqué. Dauphin Noir également avec l'aéroport international de Goma aussi bloqué, a du mal à rejoindre la ville de Kindu. Et les passagers à Kigali, les avions du Rwanda ne peuvent pas arriver à Kinshasa. À Kinshasa, voilà, c'est un coup dur pour Dauphin Noir qui reste à Goma, Bukavu Dao aussi au sud Kivu. Étoile du Kivu qui a été aperçue dans la forêt à pied, fouillant les affrontements vers, je crois que c'était avant la prise des sites frontaliers, je crois, entre Kamagnola, voilà, les joueurs des Étoiles du Kivu ont été aperçus dans la forêt, fouillant les affrontements. Mais la bonne nouvelle est que ces joueurs ont quand même, sont quand même arrivés à Kalemi en attendant bien sûr leur vol pour la ville de Kinshasa. Étoile du Kivu a vu son deuxième match être reporté, comme Dauphin Noir qui devrait également jouer son deuxième match face à New Jack. En tout cas, la situation est très compliquée pour les équipes de la partie orientale au moment où la compétition se poursuit, puisque les dimanches, c'est les 23, c'est l'équipe du TP Mazembe qui va jouer face au FC Saint-Éloi Lupopo dans les derbies louchois. C'est un match qui va se jouer à huis clos, tout simplement parce que il y a l'aspect sécuritaire qui est évoqué dans la ville de Lubumbashi, puisque lors du dernier match de Lupopo, ce sont des fanatiques qui criaient Corneille Nanga au stade. Et cette situation a perturbé même ces matchs de Lupopo. Et voilà pourquoi ces matchs vont se jouer à huis clos. Donc la situation devient de plus en plus compliquée partout au pays.
il y a des bonnes nouvelles quand même pour les Léopards. Exactement. La bonne nouvelle, c'est que les Léopards dames ont lancé les premiers tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2026 sur une note positive. En déplacement face au Botswana, c'est jeudi, les Léopards seniors dames se sont imposés. Vous savez, les Léopards étaient sur un bilan de 6 matchs et 6 défaites en amical. Mais avec déjà cette victoire, ça redonne encore les sourires aux amoureux du football féminin en RDC. Et c'est Bélange et Gloria qui ont marqué les 2 buts des Léopards dames avant les matchs retour qui est prévu à Kinshasa les 26 février. Et puis ces 2 matchs vont permettre aux Léopards dames de préparer la phase finale de la CAN 2024 qui va se jouer au mois de juillet 2025. Et cette phase finale aura lieu au Maroc. Le Maroc qui va abriter cette CAN pour la 3e fois consécutive parce qu'en 2022 c'était les Maroc, en 2025 c'est les Maroc et en 2026 ça sera encore les Maroc. Et en cas d'une qualification pour les premiers tours, les Léopards atteindront certainement les mois d'octobre pour après la phase finale de la CAN 2024. Merci Georges Benwima. Merci Blaise. Fin de la rétrospective. Merci à vous.